Allô, allô. Impeccable. Bon, ben, merci de venir sur votre temps de repas pour faire un peu de Java, et même beaucoup de Java, et une pincée d'autres langages. Alors, bon, on est le dernier jour, donc vous avez déjà eu pas mal de confs. Vous avez eu des conférences sur Java, d'autres conférences sur les langages fonctionnels. Vous avez vu Bodil Stock hier, qui vous a sûrement beaucoup parlé de tout ça. Moi, je voulais parler d'un point particulier qui est le fold, la notion de fold. Donc, on va voir ce que c'est, et je vais vous montrer qu'en fait, vous auriez tout simplement pu l'inventer vous-même sans savoir que c'était un fold. Et puis, on va voir ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que ça se mange, tout ça. Bon. Donc, what's the fold? Principe de programmation fonctionnelle avec des chats, parce que c'est toujours mieux. Je suis Olivier Croisier, je travaille pour Zenica. Je suis Java spécialiste, formateur, speaker, notamment ici, y compris l'année dernière, et blogueur. Vous pouvez retrouver me contacter sur toutes ces adresses-là, sur GitHub, sur le blog The Colors Breakfast, etc. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la programmation fonctionnelle commence à être à la mode, ça on vous l'a dit et répété. On multiplie le nombre de cœurs, on multiplie le nombre de CPU, il faut pouvoir répartir tout ça, et la programmation fonctionnelle est quand même très très bien adaptée à ça. Donc je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez déjà tapé programmation fonctionnelle dans Google, et puis vous êtes tombé sur des pages qui vous disent bon, alors Scala, Lisp, Haskell, etc. Et puis on vous a dit sûrement c'est difficile. Quand on a un background de développeur objet, c'est pas facile. Alors c'est pas facile notamment parce qu'il y a un vocabulaire un peu spécifique. Si vous avez regardez un petit peu, vous êtes tombé sur des trucs horribles, genre des functors, bon ça encore ça va à peu près, des applicatifs ça commence à se compliquer, et puis quand on arrive à monoïdes, les monades, alors si vous êtes venu voir François Saradin, normalement c'est un peu plus clair, et vous tombez sur des mots-clés comme ça, des trucs atroces, et puis des opérations comme map, filter et donc fold. Ouais. Donc vous tombez sur tout ça, et puis vous dites, tiens, je vais regarder, donc vous tapez toujours dans Google, et puis sur les folds, vous tombez sur ce genre de truc. Vous tombez en général sur Haskell, qui est le langage fonctionnel pur par excellence, qui a inspiré beaucoup d'autres langages, et vous tombez sur cette définition-là, et on vous dit qu'un fold, c'est un A vers B vers A vers crochet de B vers A. Et vous êtes super avancé. Vous dites, mais oui, d'accord, ça sert à quoi? Donc pas de panique, on va voir qu'en fait, il y a plein de gros mots dans la programmation fonctionnelle, des trucs qui sont super... Je vois pas ce que ça peut être, à quoi ça sert, ça a l'air dangereux. Et en fait, vous allez voir que quand on explique ce que c'est et comment ça marche en Java, en fait, c'est tout simple. Je vais vous faire un petit exercice. Je vous donne une liste d'entiers, entiers 1, 2, 3, 4, 5, et je vous demande d'écrire une méthode pour les additionner. Bon, je sais que dans les 3e jours, c'est difficile, mais ça, vous devriez y arriver. Vous faites ça. Vous allez créer votre méthode qui s'appelle sum, et puis vous allez déclarer votre variable d'accumulation, vous itérez sur votre collection, et puis vous faites l'addition chaque fois. Bon, jusque-là, ça va à peu près. Exercice numéro 2, je vous donne une liste d'entiers, et puis cette fois, je vous demande de les multiplier entre eux. Vous dites, c'est presque pareil. Donc ce que vous faites dans votre IDE, vous faites copier et coller, clac, vous changez le plus en étoile pour multiplier, vous n'oubliez pas de changer le 0 en 1 quand même, parce que si vous multipliez tout par 0, ça ne donne pas bon résultat. Et donc vous arrivez facilement à ça. Et là, soit vous êtes un bon développeur Java, vous dites, je viens de faire un copier-coller, si personne ne m'a vu, c'est bon, mais s'il y a le collègue qui regarde derrière, on va essayer de faire comme si on refactorait un peu. Et puis, si vous êtes programmeur fonctionnel, ça vous hérisse le poil d'avoir 2 fois des trucs équivalents, et vous dites, il y a sûrement un pattern à extraire. Donc si on regarde bien, il y a un pattern commun, il y a un accumulateur qui va vous servir à stocker le résultat, qui prend une valeur initiale, ensuite vous allez itérer sur votre collection, et puis à chaque étape d'itération, vous allez appliquer une certaine fonction, donc c'était plus ou c'était multiplié tout à l'heure, entre la valeur courante de l'accumulateur, et puis la valeur courante de l'itération. Et vous retournez l'accumulateur à la fin. Simple. Je vous dis, vous auriez pu le coder chez vous tranquillement. Et bien figurez-vous que ce pattern, qui consiste à dire je vais itérer et je vais appliquer une fonction à chaque étape, c'est un fold. Donc on peut aller manger. Vous voyez que c'est pas compliqué. Donc si on met un peu de générique, histoire de faire sérieux, on dit que c'est un fold, on va le typer avec un type T qui est le type du résultat, et puis un type E qui est le type des éléments de la liste, et on voit que le résultat peut être différent des éléments de la liste.
On peut vous donner une liste d'entiers, puis vous m'envoyez une string, ou, enfin, ça dépend de l'opération en fait, qui est appliquée à chaque étape. Alors si on rajoute un peu de Java 8 dans tout ça et qu'on utilise notre toute nouvelle fonction fold qu'on a vue là pour effectuer les opérations d'addition et de multiplication, eh ben on va tout simplement wrapper notre opération d'addition ou de multiplication dans une bfunction. Une bfunction, c'est un truc qui arrive en Java 8, c'est rien d'extraordinaire. Ça prend deux paramètres d'un certain type et ça renvoie un résultat d'un troisième type. On peut varier les types des paramètres et le type de résultat. Donc j'encapsule l'addition et la multiplication dans des bfunctions, et puis j'appelle ma méthode fold. Donc je dis, pour additionner mes nombres entre eux, je vais folder ma collection en appliquant... Ah oui, tiens, si vous me voyez disparaître, c'est que je suis dans le trou là-bas. Donc je vais appliquer l'opération plus à chaque étape d'itération entre mon élément courant de la collection et l'accumulateur, en partant de la valeur initiale 0 et toujours sur ma collection de l'int de 1 à 5. Et donc pareil pour la multiplication. Mais puisqu'on est en Java 8, ma foi, autant utiliser les lambdas, parce que les interfaces implémentées sous forme de classes anonymes, c'est un peu verbeux. Et donc avec les lambdas, on vous en a déjà beaucoup parlé, donc je ne reviens pas dessus, on dit simplement, je prends des paramètres, flèche, résultat. Donc pour l'addition, c'est facile, je prends A et E, donc l'accumulateur et l'élément courant, et puis je les additionne, et ça me donne ma nouvelle valeur d'accumulateur. Donc en haut, je vous ai mis la décomposition, donc toujours si vous voulez garder une référence de type bfunction sur l'opération, et en bas, là, vous avez l'écriture si vous mettez directement votre lambda inline dans le folder. Donc on est passé des méthodes sum et mult, ou product, je ne sais plus comment je l'ai appelé, qui prenaient pas mal de place, dans laquelle vous faisiez l'itération, etc., avec du copier-coller et tout, à des one-liners, en fait, qui vous font la même chose, et qui sont du coup beaucoup plus expressifs. Et on peut aller même encore plus loin, parce qu'ici on ose tout. En Java 8, vous avez également des pointeurs de fonction. Alors un pointeur de fonction, ça s'utilise dans le cas où vous avez une méthode qui prend une bfunction en paramètre, par exemple. Et la bfunction, elle vous dit j'attends que tu me passes en paramètre une fonction qui va prendre deux int et qui me renvoie un troisième. Et puis vous dites, mais attends, moi j'ai déjà une fonction qui prend deux int en paramètre et qui me renvoie un troisième, qui est une fonction qui s'appelle plus, qui est une méthode statique de la classe integer. Ça c'est pareil, c'est nouveau en Java 8. Donc elle a exactement la bonne signature. C'est pas vraiment une bfunction, mais elle ressemble à une bfunction parce que c'est les mêmes paramètres, c'est les mêmes valeurs de retour. Donc on peut l'utiliser. Donc il suffit de dire que la méthode sum, enfin la somme des éléments de la collection, on peut très bien l'obtenir en foldant notre collection, en utilisant la méthode statique plus qui est définie sur integer. Alors ils ont mis une méthode plus, ils n'ont pas mis une méthode product. Je vais plus avoir le temps. Donc, mais ça fonctionne avec à peu près toutes les méthodes statiques que vous pouvez écrire. Donc vous pouvez très bien avoir un mat utile quelque part. Vous définissez une méthode mult qui correspond à la signature demandée par la bfunction, c'est-à-dire qui prend deux entiers et qui en renvoie un troisième. Et puis l'utiliser ensuite comme ça, sous forme de pointeur de fonction, dans votre folder. Si on revient sur la définition en scale de tout à l'heure, vous voyez, normalement, elle vous fait nettement moins peur. Un peu quand même encore. Bon. Donc elle vous fait nettement moins peur parce que là, vous reconnaissez en haut le premier paramètre qui est notre fonction qu'on va appliquer, donc qui prend un paramètre, deux paramètres et qui renvoie un résultat, parce qu'en SQL, le dernier élément en fait, d'une chaîne de flèches, c'est le résultat. Donc deux paramètres et un résultat, c'est l'opération plus ou l'opération multipliée. Une valeur initiale pour le fold, donc c'était 0 ou 1 selon qu'on faisait plus ou multiplier. Une collection de B, et puis ça me renvoie un élément de type A qui est le même type que l'accumulateur. Bon, ok, si on n'a pas l'habitude de faire du SQL, il faut décrypter un peu le truc. Mais vous voyez qu'au final, le principe derrière est relativement simple. Si vous regardez maintenant la définition, on vous dit en programmation fonctionnelle, un fold ou un reduce, on va voir que ça peut porter plein de noms différents, c'est une famille de fonctions d'ordre supérieur qui traite une structure de données dans un certain ordre pour produire un résultat. C'est un peu vague, hein. C'est un truc qui prend une fonction, qui applique des machins et qui renvoie peut-être quelque chose. Bon, c'est un peu vague parce que c'est une famille de fonctions. On va voir qu'il y a plein de types de fold, plein de variantes. Et surtout, c'est une fonction d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'elle accepte en paramètre une autre fonction. Et comme la fonction qu'elle accepte en paramètre, ça peut être n'importe quoi, bah forcément, la définition du fold même, ça peut être n'importe quoi. Ça dépend de ce que vous fournissez comme fonction, quoi. Alors les avantages de tout ça. Vous me dites, bah oui, mais pourquoi j'utiliserais ce bidule-là alors que finalement je fais des boucles et mes stagiaires ils comprennent très bien les boucles.
L'avantage, c'est que c'est un mécanisme extrêmement générique. Et on va voir tout à l'heure, un fold, ça ne sert pas simplement à additionner des nombres entre eux, on peut faire des millions d'opérations sous forme d'un fold. Ça encapsule l'itération, c'est-à-dire c'est plus à vous d'expliquer à votre Java, par exemple, comme un gamin de 2 ans pour dire alors là tu commences à mettre une variable, ensuite tu itères, et puis après à chaque étape tu fais ça. Donc ça c'est très pénible, on est obligé de Java de lui expliquer à chaque fois comment il faut boucler sur une collection. Si vous utilisez un fold, en fait, vous dites, vous exprimez ce que vous voulez faire, plutôt que comment Java doit le faire. On estime que Java il est assez grand maintenant, il sait itérer sur une collection, donc on lui explique ce qu'il doit faire à chaque étape, et non pas comment il doit itérer avec un compteur qui va de i égale 0 à i. Et c'est plus expressif, parce que vous avez vu, vous mettez en une ligne, vous dites je fold ma collection, voilà ma méthode sous forme d'un lambda, c'est lisible, c'est immédiat, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas de variables qui traînent en travers, de boucles, de compteurs temporaires, etc. Donc c'est le quoi versus le comment, et plus vous êtes expressif, plus c'est rapide à écrire, et plus c'est lisible. Et puis, on peut imaginer que l'opération fold, par exemple, si elle était dans le cœur de Java, on peut imaginer que la méthode fold contiendrait certaines optimisations. Par exemple, si on passe en paramètre une fonction qui est commutative, c'est-à-dire dont on peut switcher les opérandes sans problème, par exemple l'opération plus, on pourrait très bien imaginer que Java dise tiens, je vois que tu me passes une opération qui est commutative et que tu me passes une liste qui est énorme, peut-être que je vais tronçonner la liste en plein de petits segments et puis que je vais donner tout ça à faire en parallèle à un framework forkjoin qui va additionner le truc et puis réduire pour obtenir la valeur finale. Et il vous ferait ça gratos. C'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur de la méthode fold, vous dites je fold, et puis derrière, toutes les optimes qui sont faites par des gens brillants comme Dougie, etc., vous bénéficiez gratos. Et si dans les Java 9, 10, 11, ils améliorent encore le système, vous en bénéficiez gratos. Alors j'ai dit que c'était aussi une famille de fonctions. Donc je vous ai montré le principe du fold, mais il y a plusieurs variantes. Vous avez les fold left et right. Vous avez les fold left, right 1, les scans, etc. On va voir ce que c'est. C'est juste des variantes du même système. Vous avez aussi les Scottish fold. Je vous ai dit qu'il y aurait des chats. Alors pourquoi c'est un fold left que je vous ai montré tout à l'heure? Parce que quand vous allez appliquer l'opération plus, l'accumulateur est à gauche et la valeur courante de votre collection est à droite. Et donc on imagine que l'élément courant de la collection est ramené vers la gauche. Vous voyez, on va les parcourir comme ça, tac, et puis on les ramène à chaque fois vers la gauche pour effectuer les opérations en cascade. Donc ça, c'est un fold left. Vous avez l'inverse, un fold right. Donc l'élément courant de la collection est cette fois à gauche et l'accumulateur à droite. Et par contre, vous voyez qu'on est obligé par contre de parcourir la collection dans l'autre sens. Donc on la parcourt en sens inverse. Vous allez me dire, bon, normalement, c'est les mêmes, hein, c'est à peu près kiff-kiff, que j'additionne dans un sens ou dans l'autre, en principe, je tombe sur le même résultat, sinon, sauf en JavaScript. Hein. On a vu que c'était pas toujours très commutatif. Mais il y a des opérations qui ne sont pas commutatives. Par exemple, je vous demande de faire des soustractions. L'ordre des opérandes est quand même assez important. Un petit quiz comme ça, en 3 secondes. Si je vous demande de faire un fold left en appliquant l'opération moins à chaque étape d'itération, il se passe quoi? On a combien comme résultat? Qui vote pour moins 15? Effectivement, le fold left, c'est moins 15. Parce qu'on prend 0 sur la gauche, on fait moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Et on arrive à moins 15. Si on fait un fold right maintenant, il se passe quoi? Ah, c'est plus compliqué parce qu'on passe un peu dans les deux sens. Ça fait moins 3. Mais vous voyez que ce n'est pas le même résultat, donc ce n'est pas le même raisonnement. Donc il y a des cas. Pourquoi on choisirait un fold left plutôt qu'un fold right? Parce que l'ordre des opérations importe peut-être, mais il y a surtout, et notamment en programmation fonctionnelle et en Lisp et en Haskell où on manipule beaucoup de listes, il y a des opérations qui sont presque commutatives, mais qui sont beaucoup plus coûteuses quand on les fait dans un sens que dans l'autre. Par exemple, pour ajouter un élément à une liste, en Haskell et dans même certains langages, par exemple en Java, qu'on concaténait des strings, si vous voulez ajouter un élément à la fin de votre liste, il faut aller jusqu'à la fin de la liste pour mettre l'élément.
Donc vous avez des performances en O de n. Donc plus vous avez des grandes listes, et plus il faut aller loin pour mettre le dernier élément. Si au contraire vous dites je mets systématiquement l'élément en tête de ma liste, la tête de la liste elle ne bouge pas. Elle est toujours à l'index 0, donc c'est très très facile. Donc c'est une performance bien supérieure. Dans ces cas-là, on a plutôt tendance à utiliser un fold right. Comme ça, mon accumulateur qui est ma liste, elle est à droite, et l'opération qui consiste à ajouter, elle est à gauche. Donc on ajoute l'élément, tac, vers la droite dans la liste, donc en tête de la liste. Donc le fold right sert très souvent quand vous manipulez des listes. On va voir plein d'exemples. Vous avez les fold left 1 et fold right 1, donc c'est toujours le même système de fold left et fold right, sauf que dans certains cas, on dit en fait la valeur initiale de l'accumulateur, on s'en contrefiche, on peut très bien prendre la première valeur de la liste. Si je demande à un gamin de CP de faire addition de 1 à 5, il ne va pas dire alors c'est 0 plus 1 et puis 1 plus 2, il va dire c'est 1 plus 2 plus 3. Vous voyez ? Donc il va prendre le premier élément de la liste comme valeur initiale de l'accumulateur. En Haskell, ça se traduit comme ça, on va faire un fold left 1 en appliquant l'opération plus, sans passer de valeur initiale d'accumulateur, et puis on va lui donner toujours la même collection. Le X qui est ici, c'est pas un mot-clé, c'est une croix que j'ai mis pour dire, il n'y a pas d'argument. Vous avez également les scans, alors toujours les mêmes quatre variantes, les scan left 1, scan right 1. Ce que fait le scan, c'est que lui, il note au fur et à mesure toutes les valeurs successives de l'accumulateur. Et à la fin du fold, il vous dit, voilà, on est passé par toutes ces valeurs-là. Alors ça, combiné au fait que Haskell est lazy, ça peut permettre, quand vous faites des gros calculs, d'avoir toutes les valeurs intermédiaires, puis éventuellement de les stocker dans un coin. Si jamais la femme de ménage est en train de débrancher le serveur pour passer l'aspirateur, au moins j'ai sauvegardé certains résultats intermédiaires, et je pourrais reprendre mon calcul à partir de là. Ça peut vous permettre aussi de générer certaines suites de nombres, si vous avez besoin. Donc c'est une grande famille de fonctions qui sont à peu près toutes basées sur le même principe du fold. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec. Toujours avec des chats. Alors plier des chats, vous le faites avec du papier, pas avec des vrais chats, si possible. Ils n'aiment pas. Donc de la même façon que la boucle for ou le test if sont des briques, vraiment des briques constituantes du langage Java ou C, on va voir que le fold, c'est vraiment une brique de base pour plein d'autres types d'opérations en ce que vous voulez, en Haskell, dans les langages fonctionnels. Et on va voir qu'on peut le faire en Java. Le résultat, jusqu'à présent, je vous ai fait faire des calculs qui donnaient un résultat unique. Donc on partait d'une liste d'entiers, puis on avait un entier à la fin. Mais on peut très bien partir d'une liste et avoir un résultat de type une autre liste. On est limité aussi dans le fold, vous voyez qu'on ne peut passer qu'une seule fonction en paramètre. Donc il faut que l'opération qu'on applique à chaque étape soit exprimée en une seule fonction. Vous allez dire, bon, on va pas très loin avec une seule fonction. Si je veux faire 3 trucs, qu'est-ce qui se passe ? Si vous voulez faire plusieurs trucs sur votre élément courant à chaque étape, vous allez utiliser les maths. Des maths. Et les maths, vous vous rappelez, on vous dit, quand vous avez un élément initial, vous appliquez une première fonction dessus, et sur le résultat de cette fonction, vous appliquez une deuxième fonction. C'est exactement comme si vous aviez créé une espèce de fonction virtuelle qui est la composée de vos deux fonctions, et que cette fonction virtuelle, donc qui n'est plus qu'une seule fonction, vous l'appliquez à votre élément. Donc quand on veut faire plein de choses et le passer à un fold, on va commencer par créer une espèce d'opération composée, qui est la composée des différentes opérations unitaires que vous voulez appliquer, puis on va passer cette grosse fonction au fold. Alors, qui a déjà entendu parler des opérations sur les collections de type map, filter, radio, tout ça, ça vous parle? Tous ces trucs-là, si vous réfléchissez un peu, vous apercevez qu'il y a un pattern commun qui est que on va itérer sur notre collection. Alors dans un cas, pour éliminer les éléments qui ne correspondent pas à un certain prédicat, dans un autre cas, pour appliquer à chaque étape une certaine fonction, etc. Mais on a toujours ce même pattern, on a une valeur initiale qui est par exemple une liste vide, et puis on applique une opération, et puis à la fin on a un résultat. Donc dès que vous voyez ce pattern-là, vous dites, ça peut s'exprimer sous forme d'un fold. L'opération map. Donc l'opération map, je vous donne une collection et une fonction, et ça applique la fonction à tous les éléments de la collection. Donc ça, c'est très facile. Mais vous voyez qu'à chaque étape, il y a deux choses à faire. Une première chose à faire, on prend l'élément courant de la collection et on applique la fonction dessus. Et deuxième étape, le résultat de ça, il faut bien le coller dans la liste de résultats.
Donc on a deux étapes. Et donc on va composer les fonctions. Alors un scale, ça s'exprime comme ça. On va faire un fold right parce qu'on va manipuler des listes. Donc encore une fois, on va mettre les éléments en tête. Et à chaque étape, on va faire quoi? On va d'abord multiplier l'élément par 2. Et ensuite, vous reconnaissez le point de la composition de fonction des maths en fait. Et ensuite, on va appliquer l'opération cons, qui consiste tout simplement à ajouter l'élément à la liste. C'est un peu comme un add first, si vous voulez, en Java. Donc là, j'ai pris une opération, deux opérations, je les ai wrappées, je les ai composées pour faire une seule fonction, et cette fonction, je l'ai passée en paramètre de mon fold. Et on va voir plusieurs exemples, et tous les exemples vont fonctionner sur le même principe. Alors, Haskell, ça fait peur. Voici en Java. À chaque fois, je vais vous montrer aussi en Java. Donc, je pars de mon accumulateur, qui est une liste vide. L'opération que je vais appliquer à chaque étape, c'est d'abord, je multiplie par 2, enfin mon opération qui est ici, donc d'abord je multiplie par 2 et ensuite j'ajoute à mon accumulateur. Et résultat, j'ai plus qu'à faire fold en appliquant mon opération à partir de ma liste vide d'accumulation sur ma collection. Donc là, vous venez de réinventer map. Donc si vous utilisez Guava, il y en a qui utilisent Guava? Donc si vous utilisez Guava, vous avez des opérations map sur les iterables, des choses comme ça. Vous pouvez très bien le réécrire comme ça, sous forme de fold, et en Java 8 avec des lambda. L'opération filter. Je vous donne une collection, je vous dis, tu me gardes que les éléments qui sont supérieurs à 3. Donc, je vous donne une collection d'éléments, ça va vous renvoyer une autre collection d'éléments filtrés. Même principe que tout à l'heure. On a plusieurs choses à faire à chaque étape. Première chose à faire, on vérifie si l'élément courant répond au prédicat. Et s'il répond au prédicat, alors on l'ajoute à la liste, à l'accumulateur, c'est-à-dire à la liste cible. Donc encore une fois, on va composer ces deux opérations en une seule opération qu'on va passer au fold. Voilà en Haskell. Donc mon opération, c'est quoi? Mon opération hop, elle prend en paramètre l'élément courant et la liste de résultats. Je dis ici, ça correspond à mon prédicat. À ce moment-là, je renvoie ma nouvelle version d'accumulateur. Ma nouvelle valeur d'accumulateur, c'est mon élément que je rajoute dans la liste de résultats. Sinon, c'est juste la liste à laquelle je n'ai pas touché. En Java, même principe. Si mon élément correspond à mon prédicat, donc qui est supérieur à 3, alors je l'ajoute dans la liste de résultats à l'index 0 pour simuler un cons. Et donc ensuite, j'exprime ça comme ça. Il y a des choses un peu plus surprenantes aussi qu'on peut faire sous forme de fold. Par exemple, on peut compter les nombres d'éléments d'une collection. Alors vous allez me dire, tu te prends la tête pour rien, il y a une méthode size en fait sur une collection. Mais ça peut s'exprimer sous la forme d'un fold parce qu'encore une fois, ça répond au pattern de dire je vais itérer sur ma collection et à chaque étape, je vais faire quoi? Je vais incrémenter un accumulateur, incrémenter un compteur. Donc là, j'ai qu'une seule étape. En Haskell en haut, en Java en bas. Vous voyez que là, on est presque à égalité. Donc c'est un fold. Et à chaque étape, entre mon accumulateur et mon élément courant de ma collection, en fait, l'élément courant de la collection, j'en ai rien à faire. Je veux simplement ajouter un à la taille de la liste. La taille de mon accumulateur qui représente la taille. Et là, il va me dire 5. Évidemment, j'ai 5 éléments dans ma collection 1, 2, 3, 4, 5. Max, pareil, vous voulez récupérer l'élément maximum d'une liste. À chaque étape, si mon élément courant est supérieur au max, alors ça devient le nouveau max. Hop. Là, pour le coup, Java est même plus court que le Haskell. Donc en Java, on dit, voilà, à chaque étape, entre mon élément courant et le max, on dit mon accumulateur, si l'élément courant est supérieur au max, alors je garde l'élément courant. Sinon, je garde mon vieux max. La valeur initiale, du coup, on ferait plutôt un fold left 1 pour que ce soit le premier élément de la collection qui représente la valeur initiale. Parce qu'en partant de 0, là c'est un peu arbitraire, vous imaginez. Si tous mes nombres dans ma collection sont négatifs, le maximum ça va être 0, donc ce sera faux. Et puis il y a plein d'implémentations différentes. Parce que le fold, là vous découvrez peut-être le principe, mais en fait, quand vous regardez bien, il y en a partout. Alors ça porte des noms différents, ça a des formes différentes, il y a plus ou moins d'options, il y a des langages qui ont des fold left et pas de right.
ou des right et pas de left. Il y en a qui ont les versions one, d'autres qui n'ont pas. Il y en a qui ont le scan, d'autres pas. Ça porte des noms un peu bizarroïdes de temps en temps. En Java 8, vous avez sur les streams, donc les streams, c'est une nouveauté qui arrive en Java 8 qui vous fournit une espèce de pipeline de transformation. C'est-à-dire vous prenez votre collection, vous la déversez dans un tuyau, et dans ce tuyau, ensuite, vous pouvez appliquer plusieurs opérations à la suite, des maps, des filters, des machins, et notamment reduce. Donc reduce, c'est un peu le fold de Java 8. Sauf qu'en Java 8, l'opération reduce, c'est une espèce de fold très limitée, parce qu'il ne fonctionne qu'avec des éléments de même type. C'est-à-dire, on n'aura pas toute la souplesse du fold qui permet de prendre une collection d'entiers et de renvoyer un entier, ou de prendre une collection de strings et de renvoyer une collection de personnes, ou ce genre de choses. Donc là, en Java 8, si on a une collection d'entiers, on a un entier en résultat. Si on a une collection de strings, on a une string en résultat. Donc c'est une version limitée du fold. Alors ça fonctionne comment ? Vous prenez votre liste, votre collection d'entiers, vous les déversez dans un stream, donc nums.stream, et ensuite on applique reduce dessus, qui est le nom de fold en Java, donc, à partir de la valeur initiale 0, et en appliquant alors, soit une expression lambda, soit ce que vous voulez, ou soit directement un pointeur de fonction, en l'occurrence sum, ça marchait très bien. En JavaScript, ça existe aussi. En JavaScript, ça s'appelle reduce, et il y a reduce right, donc l'équivalent de fold left et fold right. C'est un petit peu plus puissant parce que du coup on fait un peu ce qu'on veut avec la fonction. C'est-à-dire vous partez de votre collection, de votre array, et à chaque étape vous faites num.reduce, vous donnez une fonction. Qu'est-ce que je fais à chaque étape entre ma valeur courante et mon accumulateur ? Là je vais les ajouter, par exemple les additionner, à partir de la valeur initiale 0. Donc là, pour JavaScript, il est en avance par rapport à Java. En ce cas-là, il y a fold left et fold right qui ont des espèces de synonymes un peu cryptiques. Donc il y a le machin qui penche vers la droite et puis il y a le machin qui penche vers la gauche dans les symboles. Sachant que fold left, en fait, le bâton il penche vers la droite. Donc c'est pas forcément très judicieux comme choix, mais. Donc vous avez fold left à partir d'une valeur initiale et une fonction que vous passez un paramètre, et puis fold right pareil. Petit sucre syntaxique de ce cas-là, on reconnaît un petit peu celui de Haskell, c'est-à-dire que si on applique une opération et que, ma foi, on se fiche un petit peu du nom des arguments, on peut très bien mettre des underscores pour dire je te passe 2 arguments, il y a 2 arguments à passer à la fonction plus, avec un peu de chance tu vas deviner lesquels il faut mettre. Alors par contre, esthétiquement, cet opérateur-là n'est pas très sympa. Et puis vous l'avez en Groovy aussi. En Groovy, ça s'appelle inject. Alors oui, on ne peut pas trop le deviner. Hein. À la limite, reduce, on peut deviner à quoi ça sert. Inject, c'est pas top comme nom. Oui, j'ai encore un vieux truc de ce cas-là qui traîne au milieu. Désolé. Donc en bas, en Groovy, vous avez inject. Donc vous injectez la valeur initiale d'accumulateur qui est 0, et ensuite à chaque étape, vous appliquez l'opération entre l'accumulateur et l'élément courant pour dire je les additionne. Oui, il y en a partout des folds. Vous auriez pu l'inventer. Certains langages le proposent déjà sous des noms et des aspects différents. Et c'est un principe qui est vraiment universel, que vous pouvez réutiliser à chaque fois que vous voulez parcourir et effectuer des traitements sur une collection. Donc au final, what's the fold ? Est-ce qu'il fallait avoir peur de cette bête-là ? Vous voyez bien que le principe est très simple, bien que caché derrière un nom un peu un gros mot, et Google vous aide pas trop sur le sujet. C'est vraiment un socle pour tout un tas d'autres opérations. C'est déjà présent dans vos langages, et puis donc, il faut juste apprendre à le reconnaître. Si aujourd'hui vous allez voir la définition, la signature exacte de la méthode reduce sur les streams en Java 8, vous allez tomber sur un truc comme ça avec des génériques comme s'il en pleuvait. Donc ça vous aide pas trop à comprendre comment ça marche. Mais si vous connaissez le principe de base du fold, après vous pouvez le reconnaître partout. Vous pouvez dire ok, reduce, ça ressemble à un fold, ça porte pas tout à fait le même nom, ça a telle option en moins ou en plus, mais grosso modo c'est un fold.
Donc en reconnaissant les principes sous-jacents, ça vous permet d'attaquer n'importe quel langage et d'être complètement à l'aise et dire bon ok, je vois ça c'est un fold, ça c'est un filter, ça c'est un reduce, ça c'est un map, ça c'est machin. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous intéresser à la programmation fonctionnelle de manière un peu théorique avant d'attaquer précisément un langage ou l'autre, parce que les langages ont des syntaxes différentes, mais partagent beaucoup de principes. Et donc si vous connaissez le principe, après vous êtes à l'aise partout. Et on est bien en avance, parce que j'ai pas mal gazé. Donc je vais prendre des questions, éventuellement si vous voulez revoir certains slides, ou si vous avez faim aussi. Oui. On va t'amener un micro. Oui. Une question. Qu'est-ce qui techniquement a fait que le Reduce en Java 8 force à travailler sur le même élément de sortie que l'élément d'entrée? Enfin, que le type de sortie est le même que le type d'entrée? Je pense un simple choix de design. Il n'y a absolument rien. T'as une réponse? En fait, c'est pas simplement une question de design, c'est aussi parce que c'est plus facile à optimiser. À un moment, Olivier montrait qu'en quoi, si on a exactement le même type à traiter, du coup, il y a des chances pour que l'opération soit permutable, hein, dans un sens ou dans l'autre, et il est plus facile, du coup, de faire un découpage quand on a une grosse liste. Donc, j'avais posé la question directement à Brian Goetz, et c'est ce qu'il m'avait donné comme réponse. Alors, on aurait pu imaginer, plutôt que de proposer simplement alors pas une bifunction, mais en fait, ici, l'opération, il souhaite l'obtenir sous forme d'un binary opérateur de T. Un binary opérateur de T, c'est une bifunction de TTT, en fait. C'est une espèce de synonyme pour un bifunction de TTT. Autrement dit, une fonction qui prend deux arguments du même type et renvoie un troisième, toujours du même type. Ils auraient pu, je pense, fournir une espèce de variante de binary opération ou de bifunction qu'ils auraient appelé commutative bifunction ou ce genre de choses. C'est-à-dire que ce serait au développeur de signaler au fold que l'opération est parfaitement commutative et que donc la méthode fold est autorisée et même encouragée à appliquer certaines optimisations. Il se trouve que ils n'ont pas fait ce choix-là, et encore l'argument est un peu discutable de dire que ça permet de faire des optimisations, puisqu'on a beau avoir deux entiers, si on fait une soustraction entre les deux, pas parce qu'on a deux entiers que forcément l'opération est permutable. Alors, il y a un moyen de s'en sortir, c'est que en fait, tu peux faire en sorte de te débrouiller pour avoir le même type à l'entrée du reduce. Et pour ça, tu fais une opération map de manière intermédiaire qui va faire la transformation. Parce qu'en fait, quand tu prends une liste avec un certain type et que tu t'attends à avoir un type différent en retour, ça veut dire que quelque part, tu vas faire une transformation du type de la liste qui se trouve à l'intérieur. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est une raison aussi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment séparé les opérations de map, de filter, de reduce, et ils ne s'attendent pas à ce qu'on utilise reduce comme une espèce de socle pour faire l'opération map, comme j'ai montré. Mais après, je suis d'accord, c'est pas forcément ce qui est le plus user-friendly. Je pense qu'en fait, ça a surtout frustré pas mal de développeurs qui se sont dit, tiens, avec Java 8 et des streams, on peut enfin faire un peu de programmation fonctionnelle et tout. Ils vont arriver là-dedans, ils vont dire, ok, donc fold, c'est pas un vrai, reduce, c'est même pas un vrai fold, map, il est un peu castré, etc., etc. Ils vont être un peu, en ce moment, il y a aussi des débats assez virulents sur les mailing lists autour du type option. Les gens disaient c'est bien, option en fait ça va être comme les maybe en Haskell ou les options en ce cas-là, ça va permettre d'éviter les nuls, etc. Et puis Brian Goetz a dit je vous arrête tout de suite. Option, ce sera pas du tout une monade ni rien, ce sera juste une espèce de conteneur et je vous encourage à pas trop l'utiliser en fait. Et si vous allez voir Rémi Forax qui est peut-être dans la salle, je pense pas, pour lui poser des questions justement sur tout ça. En fait, les développeurs et les développeurs de Java ont un peu peur que les gens se retrouvent ensuite avec des options de liste, d'options de string, etc. Pour que ça mette un peu la grouille dans les signatures, au lieu tout simplement de renvoyer des nuls ou des choses comme ça qu'on sait à peu près gérer aujourd'hui. Donc c'est vraiment des choix de design un peu particuliers sur Java 8. C'est pas encore tout à fait fini comme choix d'interface.
Donc ils ont encore pas mal de petits ajustements et de petits changements à faire sur les API. Mais je pense pas qu'en Java 8, on aura franchement l'ensemble des opérations qu'on peut attendre d'un langage qui se veut de plus en plus fonctionnel. Bien. Oui. Question par rapport au stream, justement. Pareil, est-ce que c'est les mêmes streams que Scala, par exemple? Je connais pas les streams de Scala, donc je ne peux pas répondre. Ah, d'accord. On va demander à François. Les streams, je pense, faut vraiment le voir là juste comme une espèce de pipeline d'API fluide en fait qui permet d'appliquer en série des opérations de type map, filter, reduce. Bon, derrière, l'implémentation est assez complexe parce qu'ils veulent le rendre, ils veulent donner la possibilité que le stream soit lazy ou pas lazy, parallèle ou pas parallèle. Donc ils ont fait, le code est assez compliqué là-dedans. Et donc François me fait signe que c'est pas la même chose du tout qu'en ce cas. S'il te plaît. Par rapport à ton expérience, y a-t-il des domaines métiers dans lesquels les folds s'utilisent plus facilement que d'autres? Ça n'a rien à voir avec le métier en fait. Il faut voir simplement les folds comme une brique de base, comme aujourd'hui tu utilises la boucle for ou le test if ou un truc comme ça. Tu poserais pas la question de dire est-ce qu'il y a un cas particulier business où je pourrais utiliser un if, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est juste au niveau de l'expressivité. Donc d'avoir une ligne qui dit je fold pour dire ce que je veux faire plutôt que comment Java doit le faire étape par étape. Et puis encapsuler ce pattern derrière une méthode qui, encore une fois, pourra être optimisée au fil du temps. Et plus elle est optimisée, plus vous en bénéficiez gratos si vous utilisez la fonction. Mais vous pouvez très bien faire le test. Lundi, vous rentrez au boulot, vous faites une classe functional utils, vous codez fold exactement comme je l'ai mis là. Et après, vous pouvez l'utiliser tranquillement dans votre programme. Ce sera plus expressif, plus concis. Alors si vous êtes en Java 8, si vous êtes en Java 7 ou avant, vous êtes obligé quand même de passer par non pas par des lambdas, mais par des implémentations anonymes, etc. Rémi Forax m'a dit que les lambdas étaient optimisés maintenant pour tirer parti d'Invoke Dynamic. Donc il est même possible que ce soit plus performant d'utiliser un fold avec des lambdas que d'utiliser aujourd'hui des implémentations anonymes d'interface. Là-bas. Merci pour cette présentation. Je me posais la question vous n'avez pas fait un clin d'œil par rapport à Hadoop et l'approche MapReduce. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose là-dessus? Si on veut comparer les deux, Fold c'est le grain de sable et Hadoop c'est la plage. C'est pas du tout prévu pour fonctionner, on va dire, sur les mêmes volumes de données ni sur les mêmes patterns. Le Fold, c'est tu as une collection dans un bout de méthode, et puis tu veux appliquer une opération de filtrage, de reduce dessus, ce genre de choses. Hadoop, c'est tu prends ta base de données, tu la colles dans un cluster pour faire des gros calculs dessus. Il y a un petit peu une ressemblance, mais à une échelle complètement différente. Et on a vu que le Fold était en fait beaucoup plus versatile qu'un simple reduce. Avec un Fold, tu peux, encore une fois, faire tout un tas d'opérations dont la plupart n'ont rien à reduce. Quand tu fais une map ou un filter, par exemple, ça n'a rien à voir avec un reduce. Tu crunches pas pour arriver à un résultat, tu transformes ta collection. Pas de questions. Alors soit j'ai été très clair, soit au contraire j'ai été complètement confus. D'autres questions? Vous pouvez toujours me retrouver ensuite si vous voulez discuter. C'est bon. Bon, mais c'est à peu près tout ce que j'allais dire. Donc je vous remercie d'être venu, d'avoir découvert cette question.